Bonjour à tous, merci de nous suivre depuis ce matin à Média en scène. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez pu suivre un certain nombre de débats, de keynotes, d'interviews. À l'heure où je vous parle en ce moment, vous avez par exemple le duo de réalisateurs Nakash Toledano qui sont en train de nous parler de leur nouvelle série sur Arte. Un peu plus tard, nous aurons la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui nous fera une allocution. Nous aurons un certain nombre de débats tout au long de la journée. Et puis quand même, restez avec moi, restez ici, puisque nous allons maintenant continuer à parler de journalisme et de connaissances, puisque vous avez bien vu que les premiers débats de la matinée ont prouvé la difficulté pour les médias à parler de Covid-19. D'ailleurs, on ne sait même pas si on doit dire du Covid-19 ou de la Covid. On a commencé à parler du Covid, après on a parlé de la Covid. Au fur et à mesure, en tout cas des semaines et des mois, les informations ont changé, avec ou sans les masques, etc. Maintenant, ce sera avec ou sans le vaccin. La parole a été donnée à de nombreuses personnalités, plus ou moins expertes, tout au long de ces mois. Donc, et puis, au risque d'affecter la perception même des médias, cette crise a forcément, on le sait, un impact sur le journalisme, sur la manière d'exercer du journalisme, sur donc la croyance dans ce que racontent les médias auprès du public. Et c'est ce qu'ont essayé d'évaluer nos deux invités qui interviennent depuis l'autre côté de la Manche. Nous avons d'abord Julie Posetti, qui est directrice du Research International Center for Journalism, et puis Rasmus Claes-Nielsen, qui est directeur du Reuters Institute for the Study of Journalism à l'Université d'Oxford, partenaire de cette édition de Média en scène. Nous sommes ravis de les accueillir. Leurs travaux nourrissent énormément notre réflexion. Donc je vais vous laisser à l'un et l'autre à peu près une quinzaine de minutes pour nous dire ce que vous avez pu découvrir ces derniers mois, ces dernières semaines. Julie Posetti, je sais que vous avez lancé en pleine crise de la pandémie une vaste enquête demandant aux journalistes et aux rédactions qu'est-ce qu'ils pouvaient constater, quel impact il pouvait y avoir. La parole est à vous. Merci. Thanks very much. And I think there's a presentation which hopefully will aid what I'm Je about crois to avoir say, une but petite I'm présentation joined by qui va vous aider à Sarah comprendre ce que je voulais Green, vous dire. what Mais she tout studied in d'abord, April, nous avons and part of that study lancé was a cette global étude en survey, as you avril. said, C'est which une targeted étude mondiale, journalists comme vous around l'avez the world, dit, asking qui them cible for des journalistes du evidence monde of the entier et qui impacts leur of demande COVID-19 on their des work and indications sur also on l'impact qu'a them. eu And there's la my maladie à presentation. Covid-19 I'll sur just say leur at the travail. outset that Je voudrais I'm dire dès le presenting in départ English. que je fais ma I apologize présentation that en my French is not anglais. good Je enough suis to allow me désolée, to mais present in mon French, français n'est pas but we are suffisant just pour vous today présenter les choses for this correctement. event Mais launched this nous report, avons the first lancé ce report from the study, rapport, a global ce premier snapshot of rapport sur impacts in French. l'étude I've just included a link en at the front of this français et report, so je if you vous like, donnerai you le can find it lien pour via my l'édition en Twitter française de and ce follow rapport. along. Il vous But we suffit launched de this vous study, connecter and sur I mon say tweet, we, the sur mon National compte Centre for Twitter. Journalists in Donc, collaboration with the Tower le Centre Centre and Field Research international de at Columbia journalistes et University l'Université de launched this Columbia project ont initially as a lancé ce year-long attempt produit. to map C'est the une impacts of COVID-19 on journalism and tentative qui est censée journalists, durer but une also année qui a pour assess but de voir the l'impact biggest de needs la of maladie journalists and sur journalism les at this point, and journalistes to make et evidence-based de recommendations faire des assuming that we recommandations will en come out of what was se predicted basant to be sur des données potentially factuelles. extinction-oriented Il events s'agit for journalism de and voir conclude with si our c'est CFO, of course. un So just to give you some événement qui details peut about the amener à data that une we'll be probing extinction dans certains today, domaines. what I'm presenting is Ce que je based vous on an présente analysis ici of s'appuie only sur the une English language analyse qui est respondents. faite That's uniquement sur 1,406 les language réponses en respondents. We had anglais, over 2,000 responses 1406 across 7 journalistes. languages that were Et il y a littered eu des as réponses dans legitimate 7 langues, responses to our mais qui survey, doivent and the other ensuite languages être including French are analysées. still being Et analysed. on est encore en But train of this d'analyser ces 1,406, you can réponses dans see we d'autres langues, had y compris le français. 125 countries Donc, nous represented, with a avons enquêté plausibly auprès de diverse 1406 selection of countries, journalistes, not just 125 developed pays West, très but also the diversifiés, pas global uniquement les South. pays développés In terms of et age, les our pays participants occidentaux, were mais aussi in the le biggest Sud en group, développement. 25 to Le plus 49 grand years. groupe des 53% were women, 25-49 ans, half of them said they 53% de came from femmes. La legacy moitié d'entre broadcast elles or ont print dit news qu'elles media. We had travaillaient the biggest group dans les identified as médias reporters, British imprimés reporters, ou but des also about radios ou 14% télévisions said they were from anciennes. top editorial groups. 14% avaient So what des did they tell programmes us about what's éditoriaux. most difficult
Et ce qu'ils ont considéré comme le plus difficile pour couvrir la pandémie, 70% des réponses ont dit que les impacts psychologiques et émotionnels étaient ce qu'il y avait de plus difficile pour elles. Gérer cela dans leur travail. Et bien entendu, c'est une histoire qui est vraiment catastrophique et dévastatrice au plan humain. Et il fallait par ailleurs se mettre à risque pour couvrir la maladie. 67% ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés qui avaient suivi cet impact psychologique et notamment et on s'est aperçu en creusant que au moins 82% avaient eu une réaction psychologique et que 2 tiers avaient ressenti de l'anxiété, un burn-out, de l'épuisement et un grand nombre ont eu des diagnostics de dépression ou d'anxiété pour la première fois de leur vie et 15% ont dû rechercher une aide psychologique. Mais ce n'est pas finalement là que se sont cristallisées leurs inquiétudes. Beaucoup d'entre eux ont dit que les entreprises qui les employaient les envoyaient sur le terrain sans équipement de protection individuelle, ce qui est vraiment un gros problème lorsqu'il faut faire face à cette crise. Donc, quels étaient les besoins essentiels identifiés par ceux qui ont répondu? Les plus importants, et ça ne vous surprendra pas, et je suis sûre que Rasmus sera d'accord, il s'agissait du financement pour couvrir les coûts opérationnels du fait de l'impact économique. Pour 76% d'entre eux, ça a été un des besoins essentiels. Et juste derrière, vous avez la formation aux nouvelles technologies pour pouvoir faire des reportages à distance. Et compte tenu du tsunami de désinformation, aussi le fait qu'il fallait faire énormément de vérification des faits et de formation à la vérification. Et il y a eu aussi le besoin de formation sur la santé et le côté médical et l'assistance pour gérer les problèmes de santé mentale et de bien-être. Donc voilà les besoins essentiels des journalistes et il s'agissait d'étudier cela et d'apporter une aide, que ce soit auprès de la direction des organismes de journalisme ou les organisations à but non lucratif qui travaillent avec les journalistes. Et ce qui est essentiel pour bien comprendre les ramifications financières considérables et le côté de durabilité de la profession de journaliste, nous avons essayé de voir les impacts non seulement sur la sécurité des journalistes, mais aussi la liberté de la presse qui a continué à poser problème dans différents pays du monde pendant la pandémie. Les journalistes ont dit qu'ils avaient été menacés, qu'ils avaient subi des restrictions très importantes et il semblerait que les menaces connues au cours des années précédentes ont augmenté encore plus et notamment à des problèmes utilisés par des personnalités politiques pendant la crise ou une censure également. Et, beaucoup ont dit qu'ils avaient été beaucoup plus soumis à un harcèlement en ligne que d'habitude. Certains ont été attaqués pendant l'exercice de leur profession et un certain nombre ont également été arrêtés et mis en examen ou mis en prison et certains notamment sous l'effet des nouvelles lois sur les fake news ou des informations.
Voyons maintenant ce que disent les journalistes qui ont répondu quant aux sources essentielles de désinformation, qu'il s'agisse de l'épidémie ou autre, toutes ces informations trompeuses et fausses. Bien, nous avons visiblement un petit problème technique actuellement avec Julie Posetti qui nous a raconté donc l'étude et les analyses qui ont été faites concernant donc les journalistes. On va vous retrouver Rasmus Nielsen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez depuis l'université d'Oxford? Alors, je vais vous laisser la parole. Oui, je vous entends. Eh ben, c'est parfait, c'est une très bonne chose. Je vais vous laisser la parole le temps de retrouver Julie Posetti. Thank you very much. Merci beaucoup. Si quelqu'un de l'équipe technique pouvait me donner accès à mes slides, ce serait très bien, merci. Donc, je suis impatient d'entendre le reste de la présentation de Julie sur l'impact sur les journalistes partout dans le monde. Mais ce que moi, je souhaitais faire dans cette présentation, c'est tracer un parallèle avec un problème très important qui est celui de la perception du grand public par rapport à la valeur et au rôle du journalisme. Et je vais en parler sur la base de recherches que nous avons effectuées au Royaume-Uni spécifiquement, mais il y a énormément de points communs aussi dans la façon dont les États gèrent la situation. Et donc, ce que je vais vous raconter sur le Royaume-Uni s'applique sans doute à la France. Donc, est-ce que je pourrais avoir la main sur mes diapos, s'il vous plaît? Donc, je voudrais tirer 3 enseignements de notre travail au Royaume-Uni, différents enseignements aussi qui peuvent peut-être éclairer l'avenir à la suite de cette pandémie. Donc, première observation, plutôt encourageante, c'est que nos recherches nous laissent à penser que la plupart des gens sont informés, sont prudents et sont prêts à prendre des mesures supplémentaires face à la Covid, et c'est en partie grâce au journalisme. Encore faut-il qu'ils aient confiance. Et on voit au Royaume-Uni, on a un niveau assez élevé de respect des différentes consignes, avec des associations positives, et c'est dû au fait que les gens écoutent les informations. Donc, deuxième enseignement, même si le grand public, d'une façon générale, est informé et prudent, il existe une inégalité de l'information autour d'indicateurs socio-économiques tout à fait classiques, comme l'âge, le sexe, la classe sociale. Et évidemment, les gens se sont habitués également et donc suivent moins les informations qu'ils ne le faisaient au début. Donc, si on regarde la répartition par âge entre les jeunes et les personnes plus âgées, si on regarde aussi l'écart par sexe et les écarts assez significatifs en termes de niveau d'éducation et de revenus, ces écarts restent assez stables au fil de la crise sanitaire. Et troisième enseignement, et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant, c'est une minorité croissante de personnes que l'on peut considérer comme étant vulnérables d'un point de vue informationnel, parce qu'ils ne suivent pas les informations et que quand ils les suivent, ils ne leur font pas confiance. Alors évidemment, les gens peuvent s'informer quand ils en ressentent le besoin, ils pourraient en bénéficier, mais si les gens suivent les informations mais n'ont pas confiance, ils peuvent tout de même en bénéficier, mais ceux qui ne suivent pas les informations et qui ne leur font pas confiance sont particulièrement vulnérables à la désinformation sur le coronavirus et ses conséquences. Et donc, si on définit cette population vulnérable
On voit que la proportion est passée de 6% au début de la crise à une proportion beaucoup plus élevée et inquiétante de 15% à la mi-août. Et c'est particulièrement compliqué. Ce sera sans doute compliqué pour la communication concernant le vaccin à l'avenir. Alors, au Royaume-Uni, au début, il y a eu une espèce de ruée vers l'information, puis un déclin dans l'utilisation, dans la confiance et dans l'appréciation des infos. Donc la confiance dans le gouvernement, comme étant une source fiable d'information, a baissé. C'est à peu près la même chose en France, une baisse de 23% de l'indice de confiance. Pour ce qui est des médias, la confiance n'a baissé que de 12%, mais enfin c'est tout de même une baisse significative, mais meilleure que, évidemment, pour le gouvernement. Et évidemment, les deux sont utilisés comme source d'information par le grand public sur le coronavirus. Donc il y a peut-être une légère consolation dans le fait qu'il y a beaucoup plus de confiance en eux que dans les différentes plateformes. Si l'on voit les moteurs de recherche comme étant une source d'information, c'est à 20% environ, mais là, l'écart de confiance est beaucoup plus large entre les médias d'un autre côté et des plateformes, des applications de messagerie ou les réseaux sociaux. Alors, le grand public a-t-il l'impression que les journalistes ont bien fait leur métier? Alors, ce n'est pas très clair, c'est une vision un peu mélangée quand même. Moi, évidemment, je suis persuadé de l'importance des médias, personnellement, et on peut l'être de façon objective. Maintenant, il y a une petite majorité qui dit que les médias les ont aidés à comprendre la pandémie, qu'ils ont expliqué ce qu'il était possible de faire individuellement pour répondre à la pandémie, ou certains qui pensent que les médias ont exagéré la pandémie. Et donc, fin août, quand nous avons réalisé la dernière étude, nous avons posé une question directe. Nous avons dit: est-ce que vous pensez que les médias ont amélioré la crise, qu'ils n'ont pas fait de différence, ou qu'ils ont fait empirer la crise? Et donc, avec ces imperfections, le journalisme évidemment, le journalisme a demandé des comptes aux politiques, a travaillé, mais le grand public ne le perçoit pas. Ils sont assez indifférents au rôle des médias dans la crise et ils disent à 46% qu'ils n'ont rien changé, que ce n'est ni meilleur ni pire, et 35% ont dit que c'était pire. Donc, en conclusion, nos documents de recherche peuvent aider. On démontre que les médias peuvent aider les gens à mieux comprendre la crise, mais également les enquêtes et les reportages indépendants sont extrêmement importants pour avoir un meilleur éclairage sur l'action du gouvernement, mais le lien entre le public et les informations est beaucoup plus fragile. Et il est en train de se détériorer, y compris dans une situation de crise qui devrait renforcer le rôle crucial de l'information. Et en tout cas, au Royaume-Uni, on a découvert qu'une minorité significative tourne le dos aux médias classiques et ont l'impression que les médias ne font qu'empirer les choses. Il faut aider les gens, alors que les médias peuvent les aider à gérer cette crise. Voilà, merci beaucoup. C'était un résumé de nos recherches. Merci beaucoup Rasmus Nielsen donc d'avoir expliqué pour nous cette analyse. Je retiendrai que les médias peuvent aider à mieux comprendre, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour convaincre l'ensemble de la population. Donc Rasmus Nielsen, directeur de Reuters Institute of Study of Journalism à l'université d'Oxford. Et on a retrouvé Julie Posetti, Global Director of Research International Center for Journalism. Julie Posetti, je vous laisse continuer l'explication de votre étude. Merci. Alors, je vais peut-être reprendre là où Rasmus s'est arrêté, parce que c'est une question essentielle auprès du grand public. Je ne sais pas si vous avez remis mes diapositives, je ne sais même plus où j'en étais avant de perdre la connexion.
Est-ce qu'on pourrait remettre... bon, je ne vais pas me préoccuper des diapos, on n'a pas le temps. Mais je crois que j'étais en train de vous dire que les journalistes qui gèrent des désinformations ont un rôle important à jouer dans le contexte de la COVID-19. Et je disais que les élus et les personnalités politiques ont souvent cité les médias comme étant la principale source de désinformation. Alors, nous avons vu de quelle manière des leaders politiques populistes aux États-Unis, au Brésil, aux Philippines ont reconnu le bien fondé des réseaux sociaux tout en diabolisant les médias. Or, il est important de faire reconnaître le journalisme comme un service public pour le bien public. Et auprès des journalistes, et en ce qui concerne les journalistes, il faut dire que seuls 8% d'entre eux ont considéré que les sources étrangères étaient des sources de désinformation. Et c'est très important parce qu'on s'est beaucoup concentré sur les interférences externes, notamment gouvernementales, dans le journalisme. Or, ce n'est pas forcément ce qui a été identifié par les journalistes comme principale source de problèmes. En fait, 66% des journalistes auprès desquels on a enquêté ont identifié Facebook comme étant le principal vecteur de désinformation, indiquant qu'on trouvait beaucoup de désinformation sur Facebook et qui s'étendait ensuite aux différents réseaux. Twitter, pour 22% des personnes qui ont répondu, ont considéré que c'était aussi une source de désinformation. Et donc, ce qu'on a trouvé également, c'est qu'un quart des personnes qui ont répondu, le plus grand groupe, a indiqué que c'était Facebook qui était le principal problème et que 82% avaient flagué Facebook comme étant une source de désinformation et sont apparemment très peu satisfaits de la réaction des plateformes. Lorsqu'ils signalent quelque chose, ils ont eu soit des réponses inadéquates, soit aucune réponse de la part des plateformes. Donc, les stratégies d'implication du public ont changé considérablement pendant la pandémie. 24% des gens qui ont répondu ont dit qu'ils travaillaient plus dur pour tenter d'identifier les besoins d'information du public pendant la période. 8% ont dit qu'ils recouraient de plus en plus à l'expertise de leurs membres ou de leurs abonnés, et ce qui illustre la manière dont les journalistes ont tenté de renforcer les liens avec leur public pendant cette période. Et 7% ont indiqué avoir créé une source spéciale pour connaître les désinformations sur le Covid. Il y a eu aussi on a noté aussi que ça serait intéressant d'enseigner les médias auprès du public, de mieux faire connaître les médias, car nous sommes dans une époque où on a de plus en plus de méfiance vis-à-vis de notre profession et 61% ont estimé qu'ils ressentaient beaucoup plus d'engagement vis-à-vis du journaliste et qu'il fallait absolument utiliser cette force. 43% ont indiqué que
la confiance de leur public vis-à-vis du journalisme avait augmenté, et cela s'appuyait sur des données factuelles. Ils ont dit que le retour du public était plus positif, et en fait, 25% d'entre eux ont indiqué qu'ils avaient eu un retour plus positif pendant cette période et ont indiqué qu'ils essayaient de rester dans ce système. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour l'avenir, il est important de construire un journaliste pour le futur qui s'appuiera sur des relations de confiance qui se nouent notamment pendant les temps de crise. C'est une une expérience partagée entre le public et les journalistes. Et les journalistes ont un rôle important à jouer. Ce qui est essentiel, c'est de nous assurer que, au plan professionnel comme au plan social, nous sommes en mesure de réagir en apportant un journalisme indépendant et de qualité qui, bien que constamment soumis au feu croisé, puisse continuer à faire face aux attaques de certains gouvernements. Et il est important aussi de maximiser la réponse positive et de réinventer le journalisme dans un cadre positif. Voilà ce qui vous indique ce qu'ont expérimenté les journalistes pendant cette période. Merci beaucoup, Julie Possetti, d'avoir été avec nous aujourd'hui à Média en scène. Beaucoup donc de travail autour de la confiance des journalistes, autour de leur travail. Beaucoup d'explications probablement d'ailleurs donc à amener de notre part, de la part des journalistes, pour mieux faire comprendre notre travail, pour mieux faire passer les faits. Merci encore donc Julie Possetti d'avoir été avec nous aujourd'hui à Média en scène, Global Director of Research International Center for Journalism à l'ICF. Et puis je rappelle que nous étions également avec Rasmus Nielsen, directeur de Reuters Institute of the Study of Journalism de l'Université d'Oxford. Bien évidemment, vous restez avec nous aujourd'hui pour ce troisième numéro de Média en scène qui se poursuit dans quelques instants.